Dans cette vidéo, on va voir une petite astuce entremêlée de 2 ou 3 petits trucs qu'on va peut-être avoir vu déjà dans des vidéos précédentes. Ici, ce qu'on va faire, c'est d'appliquer, par exemple, un effet de graffiti sur, par exemple, des contenants. Donc, l'effet qui est ici est purement fictif. C'est pas des conteneurs que j'ai nettoyés avec l'outil de clonage. C'est des tags qu'on a ajoutés par-dessus. La première des choses que ça va nous prendre, c'est une photo avec des textures ou des trucs comme ça. Ça fonctionne dans vraiment plein de contextes. Et ça va nous prendre naturellement les tags qui viennent avec. Donc, on va aller chercher ici dans Illustrator quelques graffitis qu'on pourrait utiliser. Cette fois-ci, je vais prendre par exemple celui-là. Et on commence tout de suite, tout simplement, en venant le coller dans mon travail. Fait que, par exemple, ici, je viens de coller ici, puis il va pouvoir nous servir à peu près n'importe quand. Je vais le coller en objet dynamique pour le moment, mais ça n'a pas vraiment d'importance à cette étape-ci. Lui, je peux le placer là, et on peut arrêter de s'en occuper, on le ferme, et c'est tout. La deuxième étape que ça va nous prendre, c'est de fabriquer une image à partir de celle-là, qui va être en noir et blanc, parce que le filtre qu'on va utiliser, c'est le filtre qui est dans le menu des filtres que je vais activer ici. C'est le filtre distorsion et dispersion. Dispersion doit utiliser une deuxième image en niveau de gris pour assumer une espèce de déformation à partir de ce qui est clair et de ce qui est plus foncé. Fait qu'il utilise dans le fond les changements, les transitions dans la couleur pour faire sa déformation. Donc, uniquement du noir et du blanc. Et là, si la photo est très texturée, comme ici, j'ai une photo qui a quand même pas mal de texture, des fois, ça va être bon même d'ajouter une espèce de flou gaussien à l'intérieur pour éviter que la transition fasse des cassures trop nettes. Parce que l'on s'entend qu'il utilise tout simplement du gris. Et le gris, ici, dans cette photo-là, ça se peut qu'il y ait des cassures dedans. On va d'ailleurs la fabriquer tout de suite. Donc, ça va nous prendre absolument des PSD. Ici, mon fichier s'appelle container.psd. Je vais l'enregistrer comme ça et je vais m'en faire un deuxième qui va s'appeler, lui, on va l'appeler pour dispersion. Tu sais, souvent, je vais faire justement un truc qui s'appelle pour dispersion. Et ce qui va être important, c'est d'utiliser le bouton ou la case à cocher selon votre version de Photoshop. Les anciennes versions avaient une petite case à cocher pour enregistrer une copie. Maintenant, on nous offre directement un bouton pour enregistrer une copie. Et cette copie-là doit être, elle aussi, en PSD. Donc, je vais l'enregistrer sous ce nom-là sur le bureau. Je vais faire OK. Et là, l'avantage de faire ça, c'est que je suis encore en train de travailler dans mon fichier conteneur. Ce n'est pas ma copie ou une erreur de gestion de fichier. C'est sûr que je travaille dans le bon quand je fais enregistrer une copie. Si vous avez l'habitude de faire enregistrer sous, peut-être que sans faire exprès, vous allez finir par travailler votre fichier gris plutôt que le fichier final. Donc, il pourrait arriver ce genre d'erreur-là. Donc, dans mon pour dispersion, ce que je vais faire, c'est que là, l'objet dynamique, lui, il n'a plus besoin d'être là vraiment. Mais ce qu'on va faire, c'est, lui, on va y faire un ajustement en noir et blanc. Par exemple, ici, je peux utiliser encore le noir et blanc. C'est probablement celui que j'aime le plus pour le faire. Parce que ce que je vais essayer de faire ici, mes conteneurs ont toutes des couleurs différentes. Par exemple, si j'en ai un bleu, j'en ai des rouges. Je vais essayer de les mettre à peu près égales pour que ma dispersion agisse à peu près de façon égale entre chaque, puis qu'il y ait les mêmes valeurs de gris pour faire son ajustement. Ici, je vais monter un peu les valeurs du bleu. C'est pas nécessaire d'être parfaitement aligné dessus, c'est juste pour l'aider un petit peu, mais on voit que je suis quand même capable d'équilibrer beaucoup les conteneurs juste avec les petits curseurs que j'ai ici. Puis ça, ça devrait quand même suffire. Je reviens sur mon conteneur. Et ici, ce qu'on va faire, c'est un deuxième outil qu'on a vu dans une autre vidéo, soit d'utiliser la grille de perspective. On ne serait pas obligé, je pourrais prendre par exemple, mon objet dynamique ici et faire la modification directement à partir de la transformation. Par exemple, je fais commande T et j'applique directement la transformation. Là, j'ai un objet vectoriel, donc ça ne fonctionne pas. Je vais me faire une copie qui ne sera pas vectorielle. Donc, je vais la fusionner pour que ça fonctionne ici. Donc, si je fais commenter, je vais pouvoir faire, par exemple, ici, on pourrait faire la distorsion comme ça, mais des fois, c'est un peu embêtant de savoir comment la perspective va s'aligner dessus. C'est pour ça que l'objet vectoriel, qui soit matriciel, qui soit vectoriel, ici, ça ne changera absolument rien. Tout ce qu'on a besoin, c'est qu'il soit à un endroit, à quelque part sur notre travail, pour qu'on puisse le copier. Donc, on va faire commande A, commande C, et ce qu'on va faire, c'est un nouveau calque sur lequel on va venir l'appliquer, mais en perspective.
Pour appliquer la perspective, on va dans le menu filtre, on vient chercher le point de fuite qui est ici, puis à partir de là, ben là on va dessiner une des faces. Par exemple, si j'ai une grande surface qui va être en perspective, j'ai juste besoin de dessiner cette surface-là. Si j'en avais d'autres à faire, je pourrais aussi utiliser la perspective dans l'autre sens aussi, mais là, ça, je l'ai détaillé dans une autre vidéo. Mais ici, tout ce que je vais avoir besoin de faire, c'est de venir placer mon objet. Par exemple, je vais faire coller ici. Et là, mon graffiti qui est là, je vais le prendre puis je vais l'insérer ici. Comme là, on voit qu'il est beaucoup trop grand, on va, juste avant de l'insérer à l'intérieur, on va faire commande T pour pouvoir le réduire ici. On peut faire commande T ou venir utiliser l'outil de transformation qui est déjà disponible dans l'outil point de fuite. Puis on va le mettre assez petit. De toute façon, on va pouvoir le réorganiser ensuite. Et vous voyez, il est encore trop grand ici, donc je vais faire un petit commande Z. Je vais le réduire encore. Et ici, là, il est pas mal. Et je vais pouvoir réduire ici comme ça. Je vais pouvoir le positionner n'importe où. Par exemple, ici, je vais le mettre à pleine hauteur pour voir que la perspective ici en hauteur est beaucoup plus petite. Mais l'outil de point de fuite va être utile pour ça parce que je pourrais le placer n'importe où. Si je veux le rendre un peu plus lisible, ben, je pourrais l'étirer un petit peu. Mais c'est sûr que si j'avais, par exemple, une réelle intention de poser quelque chose sur l'air vrai ou un original, par exemple un cercle qui doit être parfaitement rond, ben, l'outil perspective respecte quand même ces géométries-là. Donc, si je le déforme dans ce sens-là, peut-être que l'illusion ne fonctionnera pas. Là, c'est un graffiti, donc on ne sait pas vraiment c'est quoi sa forme originale, ça n'a pas vraiment d'importance. Là, ici, c'est une simple raison d'esthétique. Donc, je vais faire entrer, et là, mon graffiti, on le voit, il est collé maintenant là-dessus. Puis là, ben, si on le bouge à partir de là, il ne suivra plus la perspective. C'est important que le positionnement soit correct dès le départ. Pour l'illusion ensuite, ici, je vais modifier la couleur de mon graffiti. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement utiliser un calque de réglage sur lequel je vais appliquer une couleur. Par exemple, ici, je vais appliquer une couleur unie, puis je vais venir le clipper à l'intérieur. Par exemple, ici, en faisant Alt-clic. Et là, j'ai mis un jaune, par exemple, comme ça ici. Ensuite, ce que je vais faire, on pourrait utiliser à peu près n'importe quelle méthode. J'ai pris celle-là, mais on pourrait prendre, par exemple, un pinceau, puis de le peinturer en jaune, ou n'importe quoi, ça ne changerait pas grand-chose. L'idée, c'est que une fois qu'il va avoir changé de couleur, par exemple, ici, je vais le mettre la couleur gris, blanc, peut-être. Tiens, on va utiliser le blanc. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire clic 2 fois sur le calque pour aller utiliser ensuite la comparaison sur gris ou Blend-If. Souvent, je vais l'appeler Blend-If parce qu'il me paraît plus clair et bon, il me semble qu'il fait plus de sens que comparaison sur. Et si vous avez vu la vidéo qui explique un peu comment ça fonctionne, ce que je veux faire ici, c'est faire transparaître l'image du fond à travers celle du dessus. Donc, je vais travailler avec les curseurs d'en dessous. Ce sont les tons clairs que je veux enlever et conserver les tons foncés. Donc, je vais jouer avec le curseur qui part de la droite. Mais si je voulais faire l'inverse, bien là, par exemple, le fond de ma texture, la partie la plus foncée, si je voulais la retirer, bien là, je bougerais l'autre sens. Puis là, on voit que même il va me servir pour retirer le noir. Donc ça va être selon nos propres goûts en tant que concepteur. Moi ici, je veux user un peu ma peinture, donc je vais déplacer les curseurs qui sont du côté blanc. Et ici, on voit qu'à partir à peu près de la moitié de mon déplacement, là, on voit qu'il commence tranquillement à disparaître certains pixels dans le blanc. Et là, je vais faire la touche Alt pour séparer les deux petits curseurs pour venir faire une transition dans le transfert de mon motif sur le fond. Là, je vois qu'il est un petit peu trop délavé, donc je vais remonter un petit peu mon blanc. Puis je vais faire des ajustements comme ça ici. Voilà. Là, on voit qu'il n'agit pas beaucoup sur le bleu ou sur le rouge. On pourrait aller faire une comparaison. Là, je l'ai utilisé la comparaison sur gris, mais je pourrais modifier la comparaison, par exemple, ici sur un rouge ou sur le bleu, si je voulais qu'il paraisse un peu plus dans le bleu. Donc, je vais utiliser exactement la même méthode. Puis là, on va voir qu'il va venir agir dans le bleu. Et ici en haut, on voit qu'il travaille dans cette section-là, sans nécessairement trop venir effacer ce que j'avais déjà fait. S'il l'a trop effacé, je peux naturellement revenir sur le gris pour refaire l'ajustement au niveau des gris, et ainsi de suite. Donc là, on voit que je suis venu comme user un peu ma peinture à partir de là. Ce qui va manquer, c'est une espèce de déformation qui ferait qu'on a l'impression qu'ils suivent mon petit motif dans mes conteneurs. Ce que je vais faire, c'est d'aller utiliser maintenant le filtre dispersion qu'on a préparé tantôt avec mon gris.
On va aller dans le menu filtre et on va aller chercher dans déformation ou distorsion, dispersion. Ici, la manière qui marche, c'est qu'on va lui demander de décaler d'un certain nombre de pixels, de se déplacer par rapport à notre gris qu'il va avoir en arrière. Plus le chiffre va être élevé, plus la dispersion va être grande, plus il va venir comme vraiment briser l'image pour la déformer. Mais des fois, ça ne donne pas des super résultats. Des fois, il faut revenir en arrière puis essayer des valeurs différentes. Ça dépend vraiment de la résolution de notre image. Ici, je vais y aller avec les valeurs par défaut qui sont de 10. Et maintenant, je vais lui donner l'image que j'ai mis en ton gris pour l'appliquer. Donc, je fais OK. Et là, on voit qu'il est venu comme modifier assez drastiquement les zones qui étaient les plus sombres et les plus claires. Dès qu'il y a un contraste très fort, il a vraiment déformé beaucoup mon image. Mais en gros, c'est quand même pas si mal. Quand je parlais des textures qui pourraient venir, par exemple, de mon gris de tout à l'heure, ben c'est justement ça, quand les cassures sont trop fortes, qu'on va avoir des lignes comme ça qui vont apparaître. Ici, c'est pas tellement important, parce que, naturellement, je vais venir comme masquer ces parties-là pour le réalisme, parce qu'on s'entend qu'il n'y aura pas de peinture entre les conteneurs, donc je vais venir l'enlever avec un masque. Une brosse ronde noire, ça va être parfait pour venir ajuster ça, ça va être relativement simple. Je vais aller chercher une petite brosse ici. On va la mettre de la bonne grosseur. Puis je vais la mettre assez dure parce que là, si on voit la transition qui est entre les deux, on voit que c'est une transition qui est assez nette. Donc, je m'assure d'être sur mon masque, couleur en noir. Et là, je vais venir donner un coup ici. Et avec majuscule, je vais pouvoir faire une belle ligne droite jusque de l'autre côté. Et là, ben, je suis venu enlever la peinture qu'il y avait là. Je pourrais même étendre un peu. Et ça serait peut-être même mieux. Et voilà. La transformation est faite. Donc là, on voit que cette peinture-là, c'était peut-être pas la plus facile, parce que là, je me suis étendu sur 3 couleurs de conteneurs différents. Idéalement, ben, quand la couleur change de fond, il faudrait que je me fasse peut-être une autre partie d'image à partir d'une autre sélection ici pour venir traiter celle-là indépendamment, parce qu'on voit qu'il n'a vraiment pas appliqué l'effet à ce niveau-là de l'image. On l'amènerait sur un nouveau calque, puis je pense que ce serait pas mal plus simple. Donc, on va l'essayer à partir d'ici. Je vais faire commande majuscule J pour complètement l'enlever l'image originale. Donc, en principe, je peux l'enlever ici. Puis, je vais réutiliser encore là la comparaison sur les calques au gris pour ajuster seulement que cette partie-là. Puis, on va voir que ça va pas mal mieux s'ajuster. Voilà. Étant donné que mon image était sur un ton beaucoup plus foncé dans cette partie-là, je n'aurai pas le choix. Donc, voilà, ça donne ça comme résultat final. Tout ce que j'ai fait, c'est de le séparer sur un calque différent, étant donné que le contexte était trop à l'écart des autres. Et là, c'est pas mal de résultats. Quand on y met un peu de patience, ben, on peut aller faire des choses qui sont quand même relativement complexes. Par exemple, ici, on est même venu couper en haut, en bas. Ici, j'ai utilisé un tag avec plus une peinture qui coule. Ben, on voit qu'elle s'est vraiment déformée ici, grâce à la dispersion. Et naturellement, la comparaison sur le gris qui a été ajusté à chacun de ces morceaux-là. Donc, c'est tout. On peut faire ça sur des chapeaux, on peut faire ça sur des conteneurs, on peut faire ça sur des vêtements. Cette technique-là fonctionne sur à peu près tout. Dès qu'il y a une texture qu'on veut faire passer dans une couleur, on peut utiliser cette technique-là. Ça fonctionne à merveille.